Allez, je vous ai annoncé, c'est samedi 1er mars 2025. Notre invité, c'est le ministre de la Communication et Médias. Monsieur le ministre, venez. Monsieur Patrick Mouyaya Katemboué, ministre de la Communication et Médias. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Le Congolais vous suit. La première question, le premier message de tout le Congo qui vous regarde ce matin, avant qu'on commence notre sujet du jour. Le premier message, c'est d'abord de saluer tous les Congolais. Et j'espère qu'ils sont comme vous et moi debout, déterminés à assurer la défense du territoire national. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. La première question, monsieur le ministre. Aujourd'hui, 1er mars, quelle est la situation de la République démocratique du Congo? Écoutez, aujourd'hui, 1er mars, la situation de la République démocratique du Congo est dominée par la situation sécuritaire dans l'Est. Vous savez que deux de nos grandes villes, en l'occurrence Goma et Bukavu, sont sous occupation, mais aussi d'autres parties du territoire. Nous suivons heure par heure ce qui s'y déroule. Et d'ailleurs, ce matin, j'apprenais très tôt que cette nuit, les forces d'occupation sont allées à l'hôpital Île Africa pour essayer de chercher des malades FARDC ou Wazalendo, pour vous donner une illustration de l'horreur qui règne et de la barbarie qui règne. Hier, en Conseil de ministres, avant de terminer, le président de la République a dit qu'il faisait tout ce qui est en son pouvoir pour que très rapidement nos compatriotes puissent être libérés. Je pense que cette situation est une situation vraiment à l'image du corps humain. Lorsque vous faites face à une situation de ce genre, cette situation vous touche profondément. Et donc, il faut considérer que tout pour nous est en cours, est mis en œuvre pour nous assurer qu'on a libéré nos compatriotes des forces d'occupation qui non seulement les forces à aller à des meetings, mais après ils profitent pour les tuer. Et toute cette barbarie doit s'arrêter et nous nous sommes mobilisés sur tous les fronts pour le faire. Monsieur le ministre, après la prise de la ville de Goma, le président de la République avait annoncé une riposte. Aujourd'hui, tout le Congo se pose la question. C'est comme si, à la place de la riposte, nous, on a choisi la solution diplomatique. Pourquoi cette riposte? Non, écoutez, il faut faire attention et il faut vous méfier. Parce que nous combattons sur plusieurs fronts. Évidemment, il y a le front militaire. Sur le front militaire, il y a des questions qui relèvent des opérations dont on ne peut pas parler parce que principalement, nous connaissons les intentions de nos ennemis et je pense que vous ne pouvez pas imaginer, s'ils ont mis une telle intensité dans la guerre, c'est puisqu'ils ont trouvé la réponse qu'il fallait. On ne compte pas d'ailleurs au Rwanda. On fait l'omerta sur le nombre de militaires qui décèdent parce que ce n'est pas dans la tradition là-bas. Et donc, il faut considérer que sur le plan militaire, tel que le président de la République l'avait annoncé, il y a des choses qui se font, mais qui relèvent des détails opérationnels que je ne saurais pas communiquer et que je n'ai même, pas parce que c'est pas de mon habilitation. Alors au-delà, justement, du front militaire, parce que le président de la République l'a dit dans le New York Times, ça veut dire que nos populations seront libérées de toutes les manières, soit par la force, soit par la diplomatie. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde où il y a des structures qui sont organisées et c'est dans ces cadres-là que les efforts diplomatiques sont en cours. Mais autant on parle de diplomatie, autant on parle de justice. Vous avez vu la visite du procureur de la Cour pénale internationale ici. Autant on parle de la Cour pénale internationale, autant on parle de la mission d'établissement de faits qui doit arriver de Genève bientôt et de la commission d'enquête qui suivra. Autant on parle à notre niveau du front médiatique qui fait qu'aujourd'hui, nous détricotons quotidiennement le poison rwandais et nous combattons parce on nous invente des histoires disant que les swahiliphones étaient stigmatisés à Kinshasa, mais tout ça, ça concourt dans l'agenda de ceux qui pensent qu'ils veulent nous diviser, alors que nous devons donner une réponse d'unité. Et donc, au-delà de tout, le président de la République, le samedi dernier, a parlé à l'Union sacrée en disant qu'il faut aller en fait, cette guerre, il faut la populariser. Et ce soir, nous aurons dans ces cadres-là une activité qui permettra de donner le ton de ce que nous devons donner comme réponse. Parce que la meilleure réponse que nous puissions donner à ces défis qui nous touchent tous en même temps, c'est la réponse de l'unité et c'est sur quoi le gouvernement travaille. Depuis 6 ans que le président de la République est aux affaires, qui dirige la RDC, vous êtes pratiquement sur tous les fronts, vous avez assisté pratiquement à toutes les réunions. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là qui pensent que ça fait 30 ans que le même rhétorique de la communauté internationale revient toujours? C'est comme si on est en train de nous faire endormir au lieu de nous venir en aide. Écoutez, la question, d'abord je voudrais rectifier, le président de la République est arrivé aux responsabilités parce que généralement quand on parle d'affaires ça peut être connoté différemment. La question ici elle est claire et c'est ce que le président de la République et c'est ce que nous répétons tout le temps.
lorsque nous disons que cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi, la situation que nous connaissons commence à 31e année, parce que c'est depuis 1994, après les génocides rwandais. Nous, à la demande de la communauté internationale, nous avions ouvert nos frontières pour donner une réponse humanitaire à la crise qui touchait un pays voisin de l'époque. Et c'est les débuts de nos malheurs. Aujourd'hui, nous en comptons plus de morts, 10 fois plus de morts que les Rwandais n'en ont connu dans le cadre d'un génocide rwandais. Et donc, évidemment, nous, on a été, dans les cadres justement de notre tradition hospitalière, ouverts. Mais aujourd'hui, au bout de 31 ans, avec tous les drames qu'on a connus, ça doit s'arrêter. Alors ici, il ne faut pas, nous ne comptons pas sur la compassion internationale. Nous ne comptons pas sur eux pour venir... Parce qu'on a choisi le front diplomatique, non, la question, on privilégie plus le front diplomatique. Non, la question, non, attention, attention. Lorsque nous vous parlons de la stratégie de combat contre l'agression, nous vous parlons de front militaire d'abord, nous vous parlons de front diplomatique, nous vous parlons de front économique, nous vous parlons de front judiciaire, nous vous parlons de front médiatique, et on a rajouté front spirituel, on est même parti front scientifique, et aujourd'hui ce sera le front populaire. Mais c'est la combinaison de toutes ces choses en même temps. Pourquoi? Parce que la guerre qui nous est faite militairement, nous est faite pour des raisons économiques. Avec le ministre de Mines, nous avons eu l'occasion de détricoter l'ensemble des mensonges du Rwanda, qui n'a pas de ressources minières sur son sol, mais qui en devient parmi les premiers producteurs. Nous avons fait la démonstration que la moitié du budget du Rwanda vient des activités de vol et de recel en République démocratique du Congo. Et toute la stratégie qui est mise en place tout à l'heure, dans les reportages, on parlait de DRC Gold, Gold Trading, qui remplace Primera. C'est justement la réponse que nous avons donnée, la réponse du gouvernement pour nous assurer qu'on a pris des mesures pour éviter que l'or qui est produit chez nous, qui est sorti des nos terres, puisse enrichir le Rwanda. C'est l'une des raisons de la guerre, si pas la principale raison de la guerre. Et donc, vous voyez que les mesures que nous prenons au plan économique, c'est des mesures qui font aujourd'hui que le Rwanda se sent à l'étroit. Et donc, lorsque nous parlons des fronts judiciaires, aujourd'hui, même si le Rwanda n'est pas signataire du statut de Rome, mais tous ces pantins et supplétifs congolais, les moments venus pour les crimes contre l'humanité, pour les crimes qui sont commis, les crimes de guerre qui sont commis dans le nord ou dans les sud Kivu, ils en répondront parce que le temps de la justice, à la fois au plan national et international, arrivera. Ce n'est pas la lecture du Rwanda. On a suivi le président Kagame qui l'a dit, face aux menaces existentielles, il est prêt à prendre les armes, écoutez, les sanctions. Aujourd'hui, les sanctions ne lui disent rien. La rhétorique, moi je vous dis par exemple que, vous savez, la rhétorique du Rwanda, le Rwanda c'est l'empire du mensonge. Et lorsque je l'ai dit, je ne les dis pas parce qu'il faut les dire. Je l'ai dit parce qu'il y a des preuves. Vous avez suivi le président rwandais lui-même sur CNN lorsqu'il a été interrogé sur la présence de ces hommes en RDC, c'est les commandants en chef de l'armée rwandaise, il a dit qu'il n'était pas au courant. Gros mensonge, alors que tous les rapports ne cessent pas de le dire. Alors, la menace, la fameuse menace existentielle, vous aviez suivi il y a quelques mois, quelques années, ici à Kinshasa, l'ambassadeur du Rwanda dire que les FDLR, les résidus des FDLR ne représentaient pas une menace. Moi, je veux vous dire, les trois prétextes pour lesquels le président rwandais veut faire la guerre en RDC, c'est de faux prétextes parce que les vraies raisons, il n'avouera jamais que c'est une guerre de pillage et de vol systématique. Il nous disait qu'il y avait un discours de haine en République démocratique du Congo, que les Tutsis étaient malmenés, qu'il y avait un génocide en cours. Mais dites-moi, Jesse, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, c'est lui qui s'occupe de relier toute la RDC. Il est de quelle communauté? N'avions-nous pas eu dans cette ville de Kinshasa un sénateur issu de cette communauté-là? On n'a pas d'officier vaillant. Même sénateur aujourd'hui. On n'a pas de cadre. C'est même sénateur aujourd'hui. On n'a pas de aujourd'hui. cadre. Non, je ne voudrais pas aller dans la polémique politicienne parce qu'il y a un mensonge qu'il faut grossir pour justifier le fait que les Rwandais nous font la guerre parce qu'on espère s'y retrouver plus tard. Je n'entrerai pas dans la personnalisation, mais je suis en train de vous parler des choses qui sont vécues et vérifiables. Alors, où avez-vous vu ces discours de haine? À côté de nous ici,
à la périphérie de Kinshasa, c'est aussi une forme de discours de haine des affrontements communautaires. Ça veut dire, nous avions eu les conflits entre les Mboli et les Lingola, par exemple, en province orientale, dans la province de la Chopo. Ici, il faut faire attention, parce que ça, c'est le poison, le premier mensonge. Encore que vous ne pouvez pas, même si, par l'absurde, ce qu'il dit était vrai, encore que vous ne pouvez pas prétexter, protéger une communauté en massacrant d'autres communautés. Surtout que vous avez connu les génocides. Vous savez ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous penser que vous pouvez vous permettre. Et d'ailleurs, c'est l'attitude du président rwandais qui expose nos compatriotes ici de ces communautés. Nous étions ici le 22 février 2024 avec le président de la République à l'occasion du briefing où il avait dit qu'il ne tolérerait aucune forme de discrimination, où il avait dit qu'il y a de compatriotes Banyamulenge vaillants qui décèdent pour la défense du sort de notre pays. Alors, ça rime à quoi? Premier mensonge. J'en arrive. Oui. J'en arrive. L'autre mensonge, parce qu'il en avait 3. L'autre mensonge, c'était de dire, nous avons chez nous, nous avons plein de réfugiés congolais au Rwanda. Combien sont-ils? Toutes les statistiques démontrent aujourd'hui, à Genève avec la Première ministre, nous étions encore au HCR, qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Alors, on a fait un travail pour lister. C'est de l'ordre du simple au triple. En réalité, d'après leurs chiffres, nous avons 70 000 de nos compatriotes qui sont chez eux, encore qu'il faut vérifier. Et chez nous, c'est 200 000, plus de 200 000. Alors, dans quelle proportion nous sommes? Et sur ces sujets-là, parce qu'il fallait détricoter chacun de prétextes, nous avons été, nous, à Genève. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères, le VPM de Tundula, y était, avec son homologue du Rwanda, pour mettre en place le cadre qui traitait de la question de réfugiés. Le troisième mensonge, c'était les mensonges sur la présence des FDLR. Je vous ai dit ce qu'on disait, l'ambassadeur du Rwanda ici. Mais quoi qu'il en soit, nous avons dit, OK, si c'est cela vos prétextes, venez. Nous étions à Luanda, où tous les problèmes ont été mis sur la table, et tous les problèmes ont eu les premières réponses, et il n'est resté plus que les signatures au 15 décembre. Il n'est pas venu. Mais ce n'est pas que notre bonne foi, ils sont très bas sur notre bonne foi, la bonne foi du président de la République, nous croyons à leur bonne foi, et pourtant... La question, ce n'est pas que non, ce n'est pas que nous croyons à leur bonne foi. Ici, on les amène jusqu'au bout de leurs mensonges. Et aujourd'hui, non, écoutez, les territoires, on va tous les récupérer. Écoutez, nous sommes dans une guerre. Les Congolais sont en train de mourir, J'en arrive, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Ça veut dire que là, nous sommes arrivés au point final. Parce qu'en fait, c'est des guerres répétitives vécues depuis 30 ans. En réalité, cette guerre, c'est la guerre de 30 ans, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est une guerre qui, malheureusement, peut encore prendre du temps et d'autres formes. OK? Mais pour ça, nous, la réponse mise en place, la stratégie mise en place par le président de la République, au-delà de quelques faiblesses que nous pouvons avoir dans l'une ou l'autre composante, mais aujourd'hui, c'est une stratégie qui marche et qui, pour nous, aujourd'hui, toute la population congolaise du monde entier se mobilise derrière le président de la République. Je pense qu'il n'y a pas meilleur rempart pour que nous puissions nous construire les ferments de ce qui fera que nous puissions terminer cette guerre et que cette guerre ne revienne plus jamais. Monsieur le ministre, la question aujourd'hui, en 2012, vous étiez député national, ils sont arrivés, ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu, mais c'était pour quelques jours. Pourquoi on n'utilise même pas la même solution que 2012? Bon, écoutez, faire la même chose que c'est qu'on a fait en 2012. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. La question, c'est quoi la différence entre 2012 et aujourd'hui? Non, écoutez, s'il vous plaît, il faut éviter d'aller dans des comparaisons qui peuvent nous distraire de la problématique principale. Ici, le président de la République, il a un choix. Le choix de courber la tête et de laisser nos pans du territoire être occupés et de laisser continuer les processus de pillage. Parce qu'en réalité, la guerre, si elle était véritablement finie en 2012, on ne l'aurait pas aujourd'hui. Regardez les acteurs d'aujourd'hui et ceux de 2012.
Il y a peut-être 1 ou 2 pantins qui ont été rajoutés, mais ceux qui font la guerre, c'est les mêmes qui l'ont fait. Et d'ailleurs, M. Jessica Bassele, Mais ils disent que vous avez écoutez, s'il vous plaît, Ils disent que vous avez ressuscité les M23 et ils ont vaincu. Attention, pardon. Parce que vous parlez d'un retour vers le passé. Allez-y. Les M23 est né comment? Les M23 est né simplement parce qu'il y a un accord qui a été signé à l'époque entre le gouvernement de l'époque et les CNDP. L'accord n'a pas été respecté. C'est l'accord qui n'a pas été respecté qui a fait naître le mouvement du 23 mars, d'où du nom. Alors, c'est qui porte la responsabilité? Alors, parfois, il faut bien lire. Au nom de la continuité. Il faut bien lire. Écoutez, nous, on ne va pas... C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous travaillons à régler les problèmes qui n'ont pas été réglés. Et si vous dites, la guerre était finie en 2012, non, la guerre n'était pas finie, sinon on n'aurait pas dans la forme actuelle. Parce qu'en réalité, ceux qui avaient signé avec les CNDP auraient dû s'assurer de respecter leur signature par rapport à ce qui avait été convenu. C'est ce qui a créé le mouvement du 23 mars, à la date à laquelle cet accord a été signé. Ça, c'est la réalité historique. Et donc, aujourd'hui, qu'on nous épargne du verbiage, nous travaillons à trouver des solutions définitives. Et dans la dynamique dans laquelle nous sommes engagés avec le président de la République, nous allons arriver à la solution. Alors, parlons, on dit qu'il nous reste 10 minutes, parlons de la population de l'Est. La question aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État, ils ont même menacé, ils disent dans 48 heures, si on n'ouvre pas les banques et autres, ils vont trouver d'autres solutions. Que deviendra la population, les fonctionnaires et autres? Écoutez, là, ils sont bloqués, tout le monde n'est pas payé. Lorsque nous disons que c'est des terroristes, certains ont des doutes. Mais la preuve de ce qui se passe atteste que c'est des terroristes. Comment vous pouvez vous expliquer que vous êtes des forces d'occupation, vous vous attaquez à des écoles? Vous avez vu cette semaine le vent de panique chez les élèves des Goma. En fait, cette guerre, c'est une attaque à notre avenir. C'est une attaque à notre devenir. Lorsque vous vous en prenez à des enfants de si bas âge, lorsque vous refusez que les enfants aillent à l'école, c'est quoi le plan? Lorsque de manière systématique, toutes les voix sont réprimées, y compris dans le son, paix à l'âme de l'artiste Inengo qui a été tué, simplement parce qu'il voulait utiliser sa voix pour s'exprimer. Lorsque les journalistes sont terrés, lorsque les journalistes sont intimidés, arrêtés, vous pensez qu'il y a quoi comme plan derrière? Si ce n'est pas le plan de s'aimer la terreur et la désolation. C'est pour ça que nous, avec nos populations qui sont sous occupation, et nos populations de l'Ituri aussi, nous sommes solidaires. Et les dispositions sont prises. Aujourd'hui, on a vu hier toutes les tentatives de casser la banque centrale, le coffre-fort, parce que en fait, c'est une guerre de vol et de pillage. Aujourd'hui, on veut intimider les banques pour que lorsque les banques vont commencer, pour qu'on s'assure qu'on ait la possibilité d'émettre de l'argent. Et donc, écoutez, au niveau du gouvernement, l'asphyxie de la population est justement due à leur comportement criminel. Lorsque vous attaquez les enfants qui vont à l'école, vous voulez que le parent soit dans quel état? Vous pensez qu'un parent peut être à l'aise lorsque son fils est à l'école et que son fils risque de ne plus revenir le soir parce qu'il peut être récupéré pour amener dans un camp de force? C'est qui le terroriste? Quoi qu'il en soit, au niveau du gouvernement, il y a des dispositions qui sont prises et les moments venus, on communiquera là-dessus. Qu'on ne vous trompe pas parce que nous ne pouvons pas abandonner notre population. Au contraire, nous travaillons à la libérer. Parlons, on va terminer par là, cet attentat qui a eu lieu à Goma, les terroristes disent c'est Kinshasa qui en est l'auteur. Mais écoutez, moi je vous parle du poison rwandais. Les poisons rwandais, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est la désinformation, c'est la manipulation. Ça procède de tout ça. Un attentat qui s'est produit après les départs des acteurs principaux. Quelle est la crédibilité? Dans une ville où ils nous ont montré une parade nauséabonde en disant qu'ils avaient obtenu la reddition ou les ralliements des policiers et des militaires,
dans une ville sous haute sécurité, parce que c'est de leur responsabilité en tant qu'occupants d'assurer la sécurité des personnes qu'ils ont forcées à venir au meeting. C'est vraiment le comble du cynisme. Vous forcez une population à se lever de bonne heure, à ne pas vaquer à ses occupations pour venir au meeting. Après votre départ, vous les tuez. C'est la terreur, le paroxysme de la terreur. Comptez les nombres de morts. Le ministre de la Santé hier nous a dit 16. 16 morts, parce qu'il y a eu des coups de feu qui ont suivi. À bout portant, il y a une soixantaine ou plus d'une soixantaine des blessés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'ils n'ont qu'une seule volonté, mater, dompter toute forme de noyau des résistances dans une ville comme Bukavu, qui est reconnue pour sa résistance. De toute évidence, ils n'auront jamais raison sur nous. Monsieur le ministre, je vais vous laisser partir. Dans quelques instants, on devrait diffuser le direct du Palais du Peuple, où il y a toutes les églises des réveils qui se réunissent. Le mot pour toute la population de l'Est aujourd'hui, lorsque vous lisez sur les réseaux sociaux, beaucoup se plaignent, beaucoup pensent peut-être qu'ils sont abandonnés par le gouvernement, ils attendent cette libération. Ce matin, le mot. Écoutez, la libération, elle va arriver. Le gouvernement travaille, comme je le disais tout à l'heure, sur tous les fronts. Et à chaque réunion du Conseil de ministres, le président de la République revient dessus. Nous sommes à la fois sur le front militaire, sur le front diplomatique, sur le front judiciaire, sur le front économique, sur le front médiatique. Et tout à l'heure, d'ici ce soir, on va commencer ce qu'on appelle le front populaire. Parce qu'il est question ici, pour tous les Congolais, de tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, de s'élever et d'être solidaires de nos compatriotes qui sont sous occupation, de leur envoyer un message de solidarité, d'amour et de compassion pour prouver que nous sommes un peuple uni et pour que nous puissions tous ensemble comprendre les vrais enjeux de cette guerre, nos enfants, nos étudiants, nos sportifs, nos artistes, toutes les catégories sociales, les fonctionnaires doivent être mobilisés, doivent s'engager dans les cadres de l'effort de guerre qui est en cours. L'effort de guerre, ce n'est pas seulement une contribution matérielle. L'effort de guerre, c'est aussi donner du sang, l'essence de la campagne que mène le ministre de la Santé. Et donc aujourd'hui, nous sommes plutôt optimistes que parce que nous avons ces blocs autour du président de la République, parce que nous avons cette unité autour des forces armées de la République démocratique du Congo, parce que nous avons un gouvernement qui est déterminé à mettre à la disposition, à la suite évidemment des orientations du président de la République, tous les moyens, c'est ce que fait quotidiennement la première ministre Judith Suminwa, pour vous dire qu'à notre niveau, tout est fait. Le reste, c'est une question de temps. Et nous savons que chaque jour passé sous les contrôles des occupants est un jour de trop. Nous travaillons donc en mode urgence avec toute la gravité qu'il faut pour être sûr que nous apportons une fois pour toutes une réponse durable à ceux qui nous endeuillent, à ceux qui créent les drames depuis autant d'années dans l'Est de notre pays. Dernière question, M. le ministre, avant de vous laisser partir. Pourquoi le président ne réunit pas le Parlement et déclare clairement la guerre au Rwanda? Vous savez, nous sommes déjà en guerre. Lorsqu'au 29 janvier, le président de la République fait les discours qu'il fait, martial, lorsque nous disons que nous sommes sur les fronts économiques, le front médiatique, nous sommes en guerre. Il y a déjà une guerre informationnelle terrible. Et d'ailleurs, je dois saluer l'action de tous les Congolais. Parce que si vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous allez voir que les Rwandais sont très mal dans leurs mensonges quotidiens parce que les Congolais ont fait le choix tous de s'élever là où ils sont. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas simplement le fait de la déclarer, mais le fait nous vivons déjà dans la guerre. L'Assemblée nationale, ils reviendront en séance à partir du 15 mars. On verra ce qu'il en sera le moment venu, mais il faut considérer que nous sommes aujourd'hui tous mobilisés et debout
pour donner une réponse à cette situation qui nous paralyse et qui plombe la sécurité dans des larges parties du territoire national. Je vais vous laisser partir, monsieur le ministre. Merci. Mais une toute dernière question. Allez-y. Qu'est-ce qui dérange dans la démarche de la SENCO et SCC? Je veux vous dire ce qui me dérange. Ce qui me dérange, ce n'est pas la démarche en soi, qui n'est pas Ils mauvaise. disent le pacte social, c'est pour la paix, non, le bon vivre. La démarche n'est pas mauvaise. Une initiative portée par deux prêtres pour faciliter un dialogue, pour construire la cohésion, personne ne peut s'y opposer. Ce qui dérange, c'est de voir que les prêtres, qui sont ceux qui nous rappellent de manière constante, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais qui disent, des questions de gouvernance, des critiques, ils formulent des critiques de manière claire au gouvernement, parfois fondées, parfois pas très fondées, mais ils critiquent et ils font de réquisitoires qui sont très très durs. Dans leur rôle, nous l'acceptons. Mais moi, ça me dérange de voir que les prêtres ne condamnent pas de manière claire et ferme l'agression. Que les prêtres ne disent pas, n'appellent pas les chats par son nom. Ils veulent rester au milieu du village pour favoriser le dialogue, justement. Ils ne veulent pas frustrer les uns les autres. Lorsque vous dites qu'ils doivent rester au milieu du village, donc ça veut dire que lorsque ils nous critiquent, ils cessent d'être au milieu du village. Parce qu'ils sont dans un rôle. Dites-moi, qui refuserait de discuter avec le prêtre, le prince de l'Église, parce qu'ils auraient dit que c'est le Rwanda qui a tué des Congolais? C'est connu partout, ça c'est dit partout. En quoi cela leur empêcherait de continuer à faire leur médiation? En quoi? Mais lorsque par ailleurs, nous voyons, nous, des images sourire avec ceux que nous considérons comme ennemis, responsables de milliers de morts, ça pose un problème. Moi, j'étais les premiers à dire qu'il ne fallait pas du tout recourir sous aucune forme à la violence contre les lieux de culte, contre les églises. Nous avons dit non à des réactions de ce genre, à la suite même de ce que le président avait dit. Mais, Jessie, lorsqu'il y a un mal d'une telle ampleur, lorsque les plaies sont fraîches, il y a l'attitude. L'attitude aurait été, ils auraient passé un message plus fort. Deuxième point. Très vite. Lorsque l'abbé Chollet, je les cite, fait un communiqué pour dénoncer la stigmatisation des Swahiliphones. Je dois d'abord rappeler qu'il n'y a pas une tribu ici, Mouswahili. Les Swahili est une langue véhiculaire qui est parlée, pas seulement en RDC, qui est parlée partout. À la différence du Lingala, où vous trouvez les Bangala, à la différence des Kikongo, où vous trouvez les Bakongo, à la différence des Chulubu, où vous trouvez les Baluba, les Baswahili, ça n'existe pas comme tribu, comme ethnie. Il y a plusieurs groupes ethniques, tribus ou tribales, qui parlent le Swahili. Lorsque l'abbé Chollet fait un communiqué pour dénoncer la stigmatisation de la Swahili, je suis choqué. Parce que nous savons que ça, c'est du poison rwandais. Pourquoi il y a 2 semaines, 1 mois, on ne parlait jamais de stigmatiser les Swahili? Pourquoi on doit en parler maintenant? Et lorsqu'ils les disent, nous avons vu encore le week-end dernier une vingtaine de jeunes qui parlent le Swahili, qui sont de locution Swahili, parce qu'ils sont à Goma, être sauvagement tués. Avez-vous entendu un mot? Un seul mot de condamnation de la barbarie? Non. Alors, ceci peut nous pousser à nous poser des questions. Tout ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec l'initiative qui porte. Ça a à voir avec l'attitude. Vous ne pouvez pas penser vous lever pour des swahiliphones qui seraient stigmatisés et ne pas vous lever pour condamner
fermement et clairement, là où il y a eu des milliers de morts swahiliphones, là où des swahiliphones continuent d'être tués et massacrés au quotidien. Vous voyez la nuance? Donc il est important pour l'Église qui a une mission centrale, qui nous a formés, je suis catholique, je sais de quoi je parle, mais il y a un besoin pour elle de jouer le rôle qui est le sien. Un mal, ça reste un mal, il faut les dénoncer d'où qu'ils viennent. Ce n'est pas parce que nous sommes derrière une initiative qui vise à créer la cohésion sociale qu'on doit fermer les yeux à tous les maux que nous voyons. Mais l'initiative, le gouvernement est prêt à le soutenir. Je vais vous laisser partir. On me dit que... En tout cas, de toute façon, le président de la République lui-même avait déjà trouvé que l'initiative n'était pas mauvaise. Au sens, ils auront l'occasion de partager les résultats de leur discussion au président de la République. Il verra comment il les verra les options à son niveau. Moi, je ne suis pas dans l'essence de cette démarche pour laquelle il y aura une suite. Moi, je suis dans la dénonciation du mal. Et il y a un mal rwandais qui tue des Congolais. Et il y a ces mal qui doivent être dénoncés de manière claire et ferme, y compris par des prêtres. Il y a des menaces de balkanisation qui pèsent sur notre intégrité territoriale. Ces menaces doivent être clairement dénoncées. Monsieur, je remercie. C'est moi qui vous remercie. Notre plateau reste ouvert, venez quand vous voulez. Merci beaucoup. Ce soir, je crois que nous aurons rendez-vous avec, je ne donnerai pas plus de détails, mais nous aurons un rendez-vous ce soir avec tous les Congolais. Ce sera à travers la télévision nationale, parce que c'est la télévision qui nous rassemble tous, et puis ce sera sur terrain. Parce qu'on a parlé du Front populaire, désormais, nous tous, alors nous irons sur le terrain pour nous assurer que les Congolais sont pleinement mobilisés et que les Congolais ont compris le rôle qu'ils doivent jouer pour contribuer au retour de la paix. Seulement à Kinshasa ou même dans les provinces? Dans toutes les provinces. Vous avez, le ministre Sakomi était hier à Lissala, vous voyez le VPM de transport, le VPM défense s'est déployé et tous les membres du gouvernement, nous allons nous assurer que partout où il y a des Congolais, nous leur passons le message de la nécessité d'être unis et debout derrière le président de la République pour mettre fin à cette situation de guerre. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Allez, mesdames et messieurs, on a fini. On retrouve l'église de réveil du Congo qui organise ses fronts spirituels en direct du Palais du Peuple. Rendons-nous au Palais du Peuple. Pas encore comment.